La candidate du Parti conservateur du Québec dans Portneuf, Jacinthe-Ève Harel, native de Donnacona, affirme qu'elle apportera du changement dans Portneuf, une région négligée qui a même régressé dans certains secteurs comme les études de niveau secondaire. Écoutons justement un extrait de son allocution lors de la visite de son chef Éric Duhem à Donnacona le vendredi 16 septembre dernier. Alors, à plusieurs égards, il y a des dossiers qui ont non seulement pas progressé, mais qui ont régressé. Alors, moi, je suis ici vraiment pour apporter du changement, puis pour qu'on parle de Portneuf. Je vous le dis, je répète souvent que je veux faire propulser Portneuf. Je veux propulser Portneuf vers un autre niveau. Et ça, bien, on va le faire tout le monde ensemble, avec les élus municipaux, avec les entrepreneurs, avec les citoyens. Mais je veux vraiment travailler en collaboration avec tout le monde pour propulser Portneuf, faire parler de Portneuf et promouvoir le développement économique, le développement touristique et le développement de nos services. C'est fini les députés d'arrière-ban dans Portneuf. On veut des députés qui font parler de Portneuf. Mme Harel est avec nous en studio ce soir. Bonsoir, Mme Harel. Mme Harel, avant de parler, de revenir un peu sur comment vous voyez le comté de Portneuf, parlez-nous un peu de votre cheminement, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez été journaliste, parce que vous êtes native, en fait, de Donnacona. Oui, je suis native de Donnacona. J'ai grandi ici. J'ai fréquenté l'école primaire La Saumonière à Donnacona, puis l'école secondaire Donnacona. Par la suite, j'ai quitté la région pour aller faire mes études à l'Université d'Ottawa en sciences politiques et en criminologie. Et puis, j'ai travaillé là, comme intervenante à la direction de la protection de la jeunesse et en fréquentant les milieux plus vulnérables, j'ai rapidement eu l'appel de vouloir changer les choses, vouloir changer le système. Alors, je me suis dit un jour, c'est sûr que je vais faire de la politique pour changer le système, mais à 22 ans, je me sentais pas équipée puis outillée pour faire de la politique. Alors, je me suis dit, bien, je vais commencer par devenir gestionnaire, puis à petit niveau, à petite mesure, je ferai des petits changements comme gestionnaire jusqu'à temps que j'ai un jour là, les outils qu'il faut pour me sentir confortable de me lancer en politique, parce qu'il y a des jeunes politiciens qui font très bien le travail, mais moi, personnellement, c'était comme ça. Et puis voilà, je suis devenue gestionnaire dans le réseau de la santé. J'ai une carrière principalement comme gestionnaire dans le réseau de la santé, mais en 2014, j'ai quitté parce que j'en n'en pouvais plus de travailler dans un système dysfonctionnel. Je suis une fille de résultats puis une fille d'action. Puis dans un système lent comme le réseau de la santé, un système dysfonctionnel comme ça, j'en pouvais plus. Alors, j'ai tout quitté, cette stabilité d'emploi, puis j'avais une carrière fort enviable là, parce que j'avais gravi les échelons, puis j'étais rendue à un beau niveau de carrière, mais j'ai tout quitté ça. J'allais faire un cours en journalisme, puis j'ai fait quelques années de journalisme qui m'a menée éventuellement à devenir candidate en 2018 avec la CAQ. Et ça a été ma première initiation là, dans le monde politique. Par la suite, je suis devenue conseillère politique pour un ministre. Et puis, me voilà dans ma deuxième campagne électorale avec ce désir là, de changer les choses. Mais depuis 2 ans, je suis retournée comme gestionnaire dans le réseau de la santé. Donc, en ce moment, c'est ça ma profession. Qu'est-ce qui fait que, quand on pratique le journalisme, un peu comme vous avez fait un peu ce que je fais actuellement, quel est le déclic qui fait qu'à un moment donné, on décide de se lancer en politique? De vous, justement, quelle est la motivation première? Oui. Bien, en fait, moi, je faisais du journalisme régional comme vous. Alors, j'étais très intéressée par ce qui se passait au niveau régional. Mais quand on fait du journalisme régional et qu'on a différents députés de différentes formations politiques, on voit la façon de travailler des différents partis. Et à force de côtoyer ces différentes manières ou ces différentes cultures d'entrevoir la politique, j'avais Véronique Yvon du Parti québécois dans ma couverture journalistique. J'avais M. Legault de la CAQ et j'avais Lise Thériault du Parti libéral. Donc, je voyais les différentes façons de fonctionner. Et à force de couvrir ça, puis à force de couvrir l'actualité, ben on se découvre des affinités. Puis à un moment donné, mais je me suis dit, mon Dieu, la neutralité journalistique, je l'ai plus. L'objectivité, je l'ai plus. Je le ressentais de plus en plus. J'avais un penchant. C'est un engagement. Vous sentiez l'engagement. Oui. Et là, je me suis dit, ben ça n'a pas de bon sens. Je peux pas. Je sens que je commence dans ma tête à avoir un parti pris. Donc, bon, ça teintait pas ma manière de traiter le journalisme, mais j'ai quand même eu un appel, puis mes caméramans me disaient « Oh, c'est bien toi, Monsieur Legault, on sait bien. » Donc, effectivement, ça fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai dit « Bien, il est temps que je participe au changement. » Puis dans ce temps-là, bien, en 2018, la CAQ, c'était ça qu'elle proposait, hein, du changement. Et moi, je suis une fille de changement, d'action, de transformation, parce que je veux vraiment améliorer les choses. Donc ça m'a beaucoup parlé et c'est ce qui a fait que j'ai fait le saut en politique.
Et donc, vous avez été candidate. Oui. Par contre, vous n'avez pas été élue. Non. Évidemment. Mais comment vous avez vécu cette expérience, justement, de campagne électorale? Bien, je me présentais dans un château fort libéral. Ouais. Donc, c'est sûr que Nicole Ménard, qui était députée depuis déjà quelques mandats, je savais qu'elle avait des bonnes chances d'être réélue à nouveau, mais il y avait quand même une vague caquiste. C'était une belle première expérience en politique. Je suis arrivée deuxième à 2400 voix d'écart, donc un résultat quand même très fort. J'ai eu 10 000 quelques centaines de personnes qui ont voté pour moi. Ça, c'est comme une grosse... Même si on perd, là, c'est une grosse dose d'amour. On se dit, il y a 10 000 quelques cent personnes qui ont cru en moi puis qui ont appuyé ma candidature en votant. Donc, c'était quand même une très belle expérience de côtoyer aussi les milieux municipaux, les entreprises, de côtoyer les citoyens, d'entendre les préoccupations, de voir les niveaux aussi de gens qui sont peu politisés, très politisés, qui ont des perceptions différentes aussi. On se rend compte aussi des failles de notre système d'éducation parce que, clairement, les gens ne sont pas tous politisés au même niveau. Donc, ça porte aussi à réflexion. Mais par la suite, je suis devenue conseillère, étant donné que j'ai terminé avec un résultat quand même honorable, mais j'ai pas gagné mes élections. Je suis allée conseillère politique pour un ministre. Et là, c'est là que j'ai eu la plus grande piqûre. C'est à ce moment-là que j'ai eu la plus grande piqûre politique parce que en étant près d'un ministre comme ça, je voyais vraiment comment fonctionne notre démocratie, les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, ce que j'aurais pas vécu si j'avais été députée dans la porte, la circonscription dans laquelle je me présentais, j'aurais pas été ministre si j'avais été élue. Alors là, je me disais, quelle chance de ne pas avoir été élue à ce moment-ci, parce que là, je vois le cheminement d'un projet de loi, je vois les commissions parlementaires, je vois comment ça se passe, l'étude des crédits budgétaires, je suis en train de développer tout ce que j'ai appris à l'université dans mon bac en sciences politiques se concrétise et s'enracine, et je suis en mesure de voir vraiment comment ça se passe dans un cabinet de ministres et les négociations entre ministres. J'étais aussi responsable de tous les appels des députés en matière d'immigration. J'étais au cabinet du ministre de l'Immigration. Donc, les députés qui ont des enjeux, on appelle ça des codes comptés. Quand ils ont des codes comptés en immigration, c'est l'attaché politique ou le conseiller politique qui appelle. Donc, moi, je recevais les appels. Alors, j'étais en mesure de prendre le pouls partout au Québec et d'aider les députés dans leur démarche en immigration. Donc, j'ai beaucoup appris aussi sur l'immigration. C'était une école formidable. Ces 2 années-là, j'ai revu M. Jolin Barrette récemment, puis on a beaucoup de respect l'un et l'autre mutuel parce que ça a été une formidable école. Et là, je me présente en 2022. Oui. Mais pour le Parti conservateur. Oui, pour le Parti conservateur. C'est qu'est-ce qui a fait, justement, que vous avez vraiment choisi? Oui. Bien, ce qui m'avait interpellée à la CAQ, là, c'était les mesures un peu plus à droite qui étaient proposées par la CAQ. Et ça m'interpellait beaucoup d'avoir, par exemple, une gestion saine de nos finances publiques, d'éviter le gaspillage, de même décentraliser les services, les rapprocher des citoyens, diminuer la bureaucratie. Tout ça, moi, ça m'avait parlé beaucoup. Et en travaillant avec ce gouvernement-là, je me suis rendu compte tranquillement que ce qu'on disait en campagne électorale n'était pas nécessairement ce qui se passait sur le terrain. Fait que j'ai tranquillement découvert que la façon de fonctionner de ce gouvernement-là m'interpellait moins. Et jusqu'à ce qu'en 2020, je décide de quitter le cabinet avant la période de la pandémie. J'ai pas quitté parce que c'est pas en lien avec la crise sanitaire du tout. J'ai quitté avant. Mais je me sentais moins interpellée dans la façon de gouverner. On a vécu beaucoup de crises au ministère de l'Immigration. On a implanté des projets de loi. On a implanté des choses qui ont fait bouger beaucoup, qui ont fait parler beaucoup, qui ont fait les manchettes. Là, ça a été 2 ans de feu roulant. Et en matière d'immigration, notre approche un peu plus confrontante. On travaillait pas tant que ça en collaboration ou en concertation. Du moins, on avait une approche qui me parlait moins. Donc, c'est cette approche-là que je me suis dit, c'est peut-être pas la façon que je veux faire de la politique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Véronique Yvon et son approche. C'est une péquiste, mais moi, je respecte tous les gens qui sont politisés, peu importe leur allégeance politique. Puis la façon de faire de Véronique Yvon, j'aime beaucoup ça, le travail de collaboration, de concertation. On sort de la partisanerie, on est là pour les bonnes raisons, on est là pour faire avancer des dossiers. Ça me parle beaucoup. Et je sentais moins cet esprit-là avec ces gens-là. Et puis pourquoi le gouvernement conservateur? Pas le gouvernement... mon Dieu, je
nous est élu de... Pourquoi le Parti conservateur? C'est le fondement même oui. du parti. Oui. Qu'est-ce qui vous attire justement de... Bien, c'est ça. C'est vraiment les valeurs, les valeurs du Parti conservateur me rejoignent beaucoup, notamment en matière de gestion des finances publiques. La gestion d'un portefeuille commun, il faut que ce soit géré de façon disciplinée et rigoureuse. Même si c'est l'argent de tous les contribuables, on doit traiter ça comme quelque chose de précieux et de songé, de réfléchi. Et le Parti conservateur est le parti qui propose les mesures les plus réfléchies puis les plus respectueuses du portefeuille commun. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas à tout vent comme ça, puis on continue de... On le dit tout le temps, là, les Québécois sont les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. À part le dire, là, il faut faire quelque chose. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on veut moins taxer les Québécois puis s'assurer que chaque dollar qui entre en taxes ou en impôts dans le portefeuille collectif, bien, retourne en service au maximum. Parce que plus on ajoute des couches réglementaires ou des couches administratives dans un système, bien, plus ces couches administratives-là et ces couches réglementaires écoutent des emplois, écoutent des ressources et écoutent de l'argent. Et ça fait en sorte que bien, les dollars, bien, ils se rendent moins dans les services. Donc, d'épurer un peu notre fonction publique pour s'assurer que nos structures sont plus agiles aussi. Parce que plus on rajoute des structures réglementaires, plus ça coûte cher. Puis moins on est flexible, moins on est agile. Et là, bien, ça fait qu'il y a toutes sortes de situations que les citoyens rencontrent. Mais comment on peut faire, justement, pour être en mesure de diminuer la fonction publique, parce que c'est quand même très bien syndiqué. Oui, oui. Comment on est capable d'en arriver à ça? Bien, en ce moment, on est en pénurie de personnel partout, même dans la fonction publique. Donc, en ce moment, il y a plein de postes non comblés dans la fonction publique. Alors, il n'y a personne qui... Si on avait à revoir nos procédures ou revoir nos règlements, il n'y a personne qui perdrait son emploi. Il y a plein d'emplois affichés dans la fonction publique qui ne sont pas comblés. Donc, en ce sens-là, il n'est pas question de couper des emplois. Il est plus question de revoir nos procédures puis s'assurer qu'on déréglemente. On crée beaucoup de règlements et pour chaque règlement qu'on crée, il y a un organisme de contrôle, il y a des gens qui viennent s'assurer du respect de ce règlement-là et à un moment donné, on fait juste empêcher les gens de vivre ou empêcher les gens ou les entreprises de pouvoir évoluer. Donc, en diminuant les structures de contrôle puis en rapprochant les décisions localement ou régionalement, bien, on ne crée pas des mastodontes bureaucratiques. Puis c'est ça qui m'interpelle du Parti conservateur, c'est qu'on se dit, gérons l'argent des Québécois de façon responsable, puis ayons des structures moins lourdes, qui sont plus agiles, qui sont plus flexibles, puis qui permettent le fameux libre chez nous. Là, on l'a galvaudé beaucoup, mais c'est ça la liberté. C'est aussi de laisser les entreprises libres d'évoluer dans un système qui ne demande pas des papiers puis des délais, qui impose des délais à tout bout de champ. Là. Parlons du comté de Portneuf. Oui. Maintenant, comment vous le voyez? Vous avez quitté quand même, vous ne demeurez pas encore dans le comté de Portneuf. J'imagine que vous peut-être y songez à un moment donné, mais comment vous voyez le comté de Portneuf? Bien, j'habite à Québec, premièrement. Okay. Ma fille vient de commencer le cégep ce mois-ci. Oui, on est encore en septembre. Elle a commencé en août. Mais elle vient de commencer le cégep et elle a sauté une année. Okay. Donc, ma fille a un an plus jeune et ça fait partie de mes préoccupations aussi. Je suis allée m'installer à Sainte-Foy pour être près des cégeps parce qu'elle n'a pas de permis de conduire et je suis monoparentale de 3 enfants. Je me voyais pas avec un enfant qui n'a pas de permis de conduire, qui est un an plus jeune en plus, là, avec une navette seulement d'autobus qui descend à Québec. Bref, ça fait partie de mes préoccupations. C'est la raison pour laquelle je suis là, mais j'aurais bien aimé mieux m'installer dans Portneuf et ça va faire partie de mes objectifs. C'est juste que là, c'est compliqué. Mais ce qui m'interpelle dans le comté de Portneuf, c'est que je suis native d'ici, j'ai à cœur ma région, puis effectivement, je suis allée travailler un peu partout au Québec, un peu en Ontario aussi. J'ai vu ce qui se fait ailleurs, puis chaque fois que je reviens dans Portneuf, je suis toujours revenue. Là. Mes parents habitent encore à Donnacona depuis une trentaine d'années. Okay. Donc, je reviens toujours à Pâques, à Noël, la fête des mères, la fête des pères. Dès qu'on a une occasion d'aller voir grand-papa, grand-maman, on revient à Donnacona. Donc, moi, je suis tout le temps rendue ici depuis des années. Puis, je trouve que, effectivement, c'est vraiment ce qui vient me chercher. C'est que il y a
c'est comme ça que je l'explique, là, il manque d'amour, mais il manque d'investissement dans Port-Neuf, selon moi. Quand on s'est promené au Québec, bien, par exemple, l'éducation, nos écoles. Quand on regarde le classement de nos écoles primaires et secondaires, plusieurs de nos écoles primaires et secondaires dans Port-Neuf sont classées comme dans un état médiocre. Donc, on a besoin de rénover nos écoles de façon très importante. Il y en a beaucoup d'écoles dans le comté de Port-Neuf qui nécessitent des travaux d'infrastructure majeurs, des travaux d'amélioration majeurs. Puis, ça, c'est les écoles qu'on a déjà. Il y a aussi un manque d'écoles. On sait qu'à Pont-Rouge, il n'y a plus d'écoles secondaires. À l'époque où moi, j'étais au secondaire à Donnacona, effectivement, on avait un secondaire 1 et 2 à Pont-Rouge. Le projet est en cours quand même. Le projet est en cours, mais selon moi, ça ne va pas assez vite. Okay. Je vous l'ai dit, je suis une fille d'action. Après ça, quel est le secteur? Quels sont les secteurs que vous jugez justement qui déficients en fait dans Port-Neuf? Bien, en santé, santé aussi. On a de la difficulté d'avoir accès à des médecins de famille dans le comté de Port-Neuf. Donc, en santé, nos infrastructures de santé, bon, il y a eu des travaux d'amélioration à l'hôpital régional à Saint-Raymond, mais je regarde des régions comme Charlevoix, qui a 2 hôpitaux. Nous, on est une région comparable à mon sens, puis on n'a pas les services comparables. Là. Donc, c'est en ce sens-là que je me dis, bien, en santé aussi, nos infrastructures routières aussi, à bien des égards, là, dans le Nord, dans les plus petites municipalités, est-ce que c'est parce que c'est des petites municipalités qu'ils ne méritent pas d'avoir des routes de qualité? Pourtant, ces gens-là sont taxés puis ils payent des impôts au même titre que les gens des plus grandes municipalités. Alors, moi, en ce sens-là, puis même notre secteur touristique, notre développement touristique dans Port-Neuf, là, il y a un potentiel incroyable. Il est déjà exploité à certains endroits, mais il reste qu'on a 77 km de littoral sur le bord du Saint-Laurent. On pourrait aménager des choses extraordinaires le long du Saint-Laurent. On ne l'a pas fait et notre potentiel touristique pourrait être exploité bien davantage. Si vous aviez un projet de loi à présenter, ça serait dans quel secteur? Ça serait quoi à peu près? Ah, vous me posez une bonne question. Là, je ne m'attendais pas à ça. Un projet de loi. Dans quel secteur? Hey, un seul en plus. Après, mettons qui vous stimulerait, là. Oui. DPJ, est-ce que ce serait pour les enfants ou... Oui, certainement. Oui, certainement. La commission Laurent a produit un rapport qui, j'ai peur, soit tabletté. Je pense que j'ouvrirais le rapport de la commission Laurent tandis qu'il est frais et je m'assurerais qu'on mette en application plusieurs des recommandations, si c'est pas toutes, mais je ne veux pas dire toutes parce que ça fait politicien, là. On sait très bien, mais oui. Oui, effectivement, ça serait un bon... Et peut-être en terminant, un petit 30 secondes, plan de match d'ici le 3 octobre, là, vous continuez votre... Ah oui, bien, je continue de rencontrer le maximum de gens. J'ai pas terminé de rencontrer tous les maires non plus de la circonscription. Donc, rencontrer les maires, je continue de visiter des entreprises. Malheureusement, j'aurai pas le temps de toutes les faire. Le 3 octobre arrive vite, mais c'est pas grave parce qu'après ça, je peux continuer aussi de faire les visites avec tous ceux que j'ai pas réussi de rencontrer. Mais je pense que le grand défi, c'est de me faire connaître le plus possible parce que une fois qu'on démontre qu'on est là pour les bonnes raisons, bien, les gens, après ça, sont en mesure de faire leur choix en étant très bien éclairés. Jacinthe Ève Harel, candidate du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de campagne. Merci.